Bonjour et bienvenue à Monaco où nous accueillons aujourd'hui Gentiane Crémer de passage en principauté. Frappée très jeune par de terribles épreuves, elle nous offre son témoignage de résilience et nous raconte pourquoi elle voit désormais sa vie comme un trésor. Gentiane, bonjour. Bonjour Laura. Enfant, vous étiez une petite fille très joyeuse et pleine de vie et pourtant un événement traumatique va bouleverser totalement votre personnalité. Quel est-il ? À l'âge de 2 ans et 9 mois, il y a ma mère qui a mis au monde mon petit frère. Sur le chemin, Alexis, mon grand frère et moi, on s'est endormis à l'arrière dans la voiture. Arrivé à la clinique, ma mère est montée avec mon père. Mon père est descendu ensuite sur le parking dans la voiture et mon grand frère était réveillé. Donc il est monté à la clinique avec mon frère et moi je suis restée seule dans la voiture, endormie, et je me suis réveillée. Et mon père a mis au moins 3/4 d'heure, 1 heure à peu près avant de redescendre pour me chercher et donc il m'a retrouvée dans un état de détresse extrême. Et il m'a remontée à la clinique. Et puis ensuite, j'ai vu passer ma mère, évanouie, inconsciente, sur un brancard qui partait en urgence au bloc, puisqu'elle était en train de faire une hémorragie. Et donc j'ai dit, maman, elle est morte. Donc ces deux choses-là ont été un événement traumatique profond. Et de ce moment-là, je suis devenue une petite fille très inquiète. Et je ne quittais pas les jambes de ma mère. Vers l'âge de 8 ans, vos parents divorcent. Comment se passe la garde alternée lorsque vous êtes chez votre père avec vos 2 frères ? Notre papa, il avait une façon de s'occuper de nous qui était assez particulière. Il élevait des cochons, des moutons. Pour nourrir ces cochons, il allait récupérer les invendus des fruits et des légumes dans les grandes surfaces. Et quand on lui disait qu'on avait faim, il nous demandait de nous nourrir avec ça. Il y a d'autres choses aussi qui étaient compliquées. À certaines fenêtres, il n'y avait pas de vitres, c'était du plastique qui fermait. Il y avait des rats énormes que je voyais passer. Quand je lui disais par exemple que j'avais peur, il y avait une araignée, une énorme araignée à la tête de mon lit. Il se moquait de moi en fait, il me disait que je me débrouille. À un moment donné, c'est investi pour accueillir des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique. Et du coup, j'ai grandi aussi au contact de gens qui étaient très perturbés psychologiquement, puis très absents, très absents, très peu à la maison. Mon papa, quand on avait des échanges, je sollicitais sans arrêt sa présence, son attention. J'avais beaucoup d'attentes, j'avais un besoin immense de sa présence et de son affection. Et en fait, il avait des propos souvent qui étaient rejetants, qui me faisaient me sentir une grosse merde en fait. J'avais vraiment l'impression d'être minable, de ne pas être digne d'être aimée du tout. À l'âge de 16 ans, vous êtes foudroyée par une maladie. Comment vivez-vous cette première expérience de résilience ? J'étais très régulièrement hospitalisée avec des séjours assez longs, d'1 semaine, 15 jours. J'avais des crises, j'avais des parois intestinales complètement infectées et des douleurs au ventre juste insoutenables. J'étais pliée en 4 de douleur. Tous les spécialistes qui m'ont accompagnée, qui m'ont suivie, étaient dans l'incompréhension. On n'a pas réussi à trouver de diagnostic. Et là, j'ai été déjà miraculeusement soutenue par l'amour immense de ma mère. Et elle a pris la décision de me faire aller voir toutes sortes de médecines alternatives, de médecine douce, pour essayer de trouver une autre solution de guérison. On a vu, je dirais une 40aine de soignants, jusqu'à ce qu'on tombe sur une personne qui m'a soignée avec 3 approches. La première, c'est elle m'a fait des soins pour réguler les chocs émotionnels. Et la deuxième chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est d'arrêter complètement les produits laitiers, mais jusqu'à enlever la moindre trace dans les ingrédients. Et en 1 mois, j'ai guéri. En 1 mois. Quelles ont été les conséquences de cette maladie sur votre scolarité ? Pendant 2 ans, d'être hospitalisée aussi souvent, ça m'a fait manquer énormément l'école. Donc du coup, j'ai commencé à avoir des notes juste désastreuses. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter les études. Et donc, je me suis quand même engagée dans un CAP photographe à distance. Bon, après, je me suis investie pour aller faire une formation en audiovisuel. Parce que moi, ma première seconde, je l'ai faite sur la thématique de l'audiovisuel. Je savais que je voulais faire des films. Alors justement, en 2001, vous partez 6 semaines au Burkina Faso dans le but de réaliser un documentaire pour une association humanitaire. J'avais 21 ans exactement. Je finissais donc ma première année de formation pour adultes d'audiovisuel. Et du coup, mon rêve, c'était de faire un documentaire. J'étais complètement bénévole et j'avais aucun moyen. Et donc, j'ai juste pu payer mon billet. Par contre, j'avais pas d'argent pour être hébergée sur place. J'avais pas de matériel vidéo. À l'époque, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui d'accéder à du matériel. Le président de l'asso m'a mis en contact avec un ami à lui qui avait une caméra qu'il a accepté de me mettre à disposition pendant tout le voyage. Et puis sur place, j'ai été hébergée par le président d'honneur qui était un prêtre. J'ai fait mon tournage et je savais pas du tout comment j'allais faire ce montage. Et du coup, j'ai fini par trouver une association à Périgueux qui m'a mis à disposition un banc de montage pendant 15 jours. Finalement, en 6 semaines de tournage et 15 jours de montage, j'ai réussi à réaliser un documentaire de 52 minutes. En 2008, vous vivez à nouveau une épreuve familiale. En 2008, donc, il y a mon frère aîné qui habitait depuis 8 ans à peu près à Madagascar. Et on a reçu un coup de fil et on a appris qu'il était mort.
Et en fait, sa mort est un mystère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi il est mort et on ne le saura jamais. Et finalement, donc nous, on a débarqué avec mon frère, mon petit frère, ma mère à Madagascar. Et en plus, au niveau de l'autopsie, ils n'ont pas replacé correctement son crâne. De voir mon frère dans cet état, ça a été vraiment un choc très violent. Quand on est arrivé au-dessus de son corps, mon petit frère et moi, on lui a dit voilà, tu es mort. Tu n'es plus dans ton corps. Comme si lui-même ne savait plus où il était, quoi. C'était mais très fort. Par contre, quand je suis rentrée pendant 1 an, j'ai senti la présence de mon frère aîné Alexis à mes côtés. J'ai connecté avec lui d'une façon très forte et j'étais habitée d'une foi, mais juste immense. Pour moi, c'était le début d'un chemin spirituel très puissant. Ce deuil m'a amenée à la foi, en fait. Il est apparu dans mes rêves, en fait, à un moment donné. Il m'a passé un message qui a été fondamental aussi dans mon parcours. Il m'a dit « L'unité existe, Gentiane, l'unité existe ». Et ça a été très fort pour moi, parce que du coup, je me suis sentie reliée au tout et habitée d'une foi, d'un amour. Là, j'ai connecté avec ce qu'est l'amour divin, en fait. C'est un amour plein de joie, d'une force, d'une ouverture, d'un accueil. C'est magnifique. C'est magnifique de ressentir ça une fois dans sa vie, c'est juste puissant, quoi. L'année suivante, en 2009, vous vivez une expérience d'une emprise absolue. Quelles ont été les étapes qui vous ont conduit à vivre cette expérience d'emprise totale? J'avais un compagnon, Pierre, avec qui j'étais depuis 3 ans. J'étais en train de créer mon entreprise et à la mort de mon frère, en fait, j'ai juste été obligée de mettre ça entre parenthèses. J'ai pas eu la force de continuer cette démarche. Je me suis engagée en fait sur une formation de 3 mois à l'éco-construction et l'idée de cette formation en fait était ensuite de partir au Mali, faire un chantier d'1 mois dans le désert avec les Touaregs pour leur construire une banque de céréales en terre crue. Et quand je suis rentrée, j'avais qu'une seule envie, c'était de retrouver mon homme. Et en fait, il a rompu pendant mon retour, il a rompu par texto. Là, ça a été l'anéantissement. Je pense que le syndrome de l'abandon a été là dans son summum. Je me suis sentie abandonnée à un moment où j'avais besoin de lui. Donc j'ai sombré. Donc j'ai quitté Marseille, son domicile, parce j'habitais chez lui. Je suis revenue vivre chez ma mère, ce qui a été très douloureux à 29 ans. Là, j'avais un sentiment d'échec profond, c'était dur. Donc j'ai sombré en dépression, j'ai plus eu envie de m'occuper de moi, j'y croyais plus. J'ai baissé les bras, et là, je me suis abandonnée, moi-même. C'est vraiment quelque chose qui m'a coûté cher de faire ça. Quand je suis revenue du Mali, donc j'avais des tensions dans le dos, et donc j'ai eu envie de consulter un ostéopathe pour soigner ces problèmes de dos. Et à un moment donné, il a réussi en 5 séances, en me promettant qu'il pouvait m'aider à me sortir de là. Il a réussi à créer un système d'emprise dans lequel je me suis complètement engouffrée. Ce système d'emprise, ça lui a permis de me faire aller à son domicile, de me faire croire à des choses, mais juste totalement aberrantes. Je n'avais plus de discernement. Dès que j'ai voulu m'enfuir, à un moment donné, il m'a attachée, donc j'ai été séquestrée après physiquement. Et pendant 3 mois, donc j'ai été humiliée. J'ai été violée plusieurs fois, par jour, par nuit, torturée aussi. Il me faisait des séances qu'il appelle lui des séances de guérison. Donc il a mis un processus en place qui a fait que je suis tombée dans un asservissement total. J'obéissais au doigt et à l'œil à tout ce qu'il me demandait de faire. Comme notamment le fait de détruire toutes vos affaires? Exactement. À un moment donné dans son processus, il m'a exigé d'aller chercher toutes mes affaires chez ma mère, de les ramener chez lui, et ensuite il me les a fait toutes détruire. Je suis repartie à zéro, dépouillée de tout. Votre mère a quand même essayé de vous sortir des griffes de cette personne. Quand je suis allée chez ma mère, elle a essayé de me ramener à la raison. Ça a été juste impossible. Et quand elle me décrit comment elle m'a vue à ce moment-là, mais elle a pris vraiment très peur. Il n'y avait plus de vie dans mon regard. J'étais livide. Elle a utilisé le mot « tu étais un zombie ». Et en plus, avec ce que je subissais physiquement, j'ai quitté la présence de mon corps en fait. Et en plus, le système d'emprise faisait que j'étais persuadée d'être la fautive et de devoir être là où j'étais. Qu'est-ce qui vous faisait croire ça? Avec la maltraitance de mon enfance et tout ça, je me considérais profondément comme une grosse merde, comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et du coup, ça a été son point d'accroche, qui a fonctionné du tonnerre. Du coup, j'étais sa proie royale. Il y avait aussi chez moi l'attente immense. Je remettais tout sur le fait que j'attende que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui me sauve. Ça, c'est une erreur également fondamentale. J'invite chaque individu qui a cette croyance-là, cette espérance-là, de retourner sur soi. On est responsable de soi. Personne d'autre que soi peut nous sauver, hein, clairement. Quels sont les éléments finalement qui vous ont permis de vous en sortir? À un moment donné, l'agresseur m'a dit « Si tu n'as pas d'orgasme dans les 3 jours, je t'élimine ». Ça m'a saisi à l'intérieur, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Là, l'instinct de survie.
a émergé. Un autre élément qui m'a donné la force de quitter ce lieu, de m'enfuir, ça a été, j'étais enceinte en fait, depuis 3 semaines. Et après avoir échangé par la suite avec des femmes qui ont connu la grossesse, beaucoup m'ont dit qu'en fait, elles avaient l'impression qu'il y a un état de lucidité qui est différent en fait. Et un autre élément qui m'a beaucoup émue, c'est que ma mère, elle a fait un séjour avec des communautés religieuses. Et à un moment donné, il y a un prêtre qui a proposé pendant plusieurs jours en fait, de faire des prières pour les personnes importantes qui vivaient des difficultés toutes particulières. Ils ont été 600 à prier pour moi, pour que je puisse me libérer de l'emprise dans laquelle j'étais. Et du coup, 2 jours après, je m'enfuyais. Et ça, pour moi, c'est d'une force inouïe. Donc aujourd'hui, je crois en la force de la prière. Merci, maman. Concrètement, comment avez-vous réussi à vous enfuir? À un moment donné, j'ai vu son agenda et il y a une journée, le 18 août, qui était particulièrement chargée de séances d'ostéopathie. Il m'a confié la mission de nouveau d'aller à la déchetterie pour jeter les dernières affaires. Ce qui était très fort, c'est que dans ce moment-là, j'étais divisée en 2. Il y avait tout mon mental, tout mon esprit qui était focalisé sur « ne fais pas ça », le risque que je prenais à m'enfuir, et mon corps qui, lui, agissait pour s'enfuir. S'ensuit une longue période de dépression associée à un état suicidaire et en même temps un élan de vie qui vous pousse à prendre des positions très claires. Quelles sont-elles? Du coup, j'ai fait le choix d'aller à la gendarmerie qui m'a invité fortement à porter plainte, chose pour laquelle je n'étais pas partie à faire ça. Je savais que d'autres personnes allaient y passer derrière moi et que je ne souhaite tellement à personne de vivre ça que j'ai accepté de porter plainte pour protéger les futures victimes possibles. Plus que pour vous-même. Plus que pour moi. La première démarche que j'ai faite, c'est d'aller faire une prise de sang parce que je sentais qu'il y avait peut-être une grossesse. J'étais enceinte, donc j'ai mis en place tout le processus pour faire un IVG. J'ai mis en place aussi le fait de trouver un hébergement. Pour moi, c'était impossible de revenir vivre chez ma mère. Et après, j'ai commencé un processus de soins avec une psychologue psychanalyste. Dès le premier contact, j'ai adhéré à son approche et à sa façon d'être parce que quand on est dans cet état, c'est fondamental d'accepter d'être accompagné par des gens avec qui on se sent bien. Et on a fait un travail magnifique, donc à hauteur de 3 séances par semaine. Alors après, j'ai ralenti le rythme des séances, mais ça a duré 9 ans de psychanalyse. Quel a été le premier point de bascule qui vous a aidé à reprendre les rênes de votre vie? Quand j'ai fait le processus d'avortement, en fait, donc j'ai eu 2 entretiens avec le gynécologue. Il m'a posé une question qui a été cruciale sur mon parcours pour la suite. Quelle est la personne sur laquelle vous pouvez le plus compter dans votre vie? J'ai dit, ma maman. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, il y a une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est vous-même. Ça m'a aidé à prendre du recul sur mon attente démesurée d'être sauvée par quelqu'un d'autre. En plus de la psychanalyse, quel autre moyen avez-vous utilisé pour vous reconstruire? Alors effectivement, dans l'état où j'étais, il y avait le corps à soigner, il y avait le psychique à soigner, il y avait l'état d'esprit aussi à soigner, et il y avait l'état suicidaire dans lequel j'étais qui était vraiment atroce, et il y avait ma relation à la vie qui était à soigner. Verbaliser a été fondamental, mais ça ne suffisait pas. Donc du coup, j'ai accepté une proposition qui m'a été faite. C'était un cadeau pour moi parce que c'était gratuit en plus. Je n'avais pas les moyens, j'étais au RSA. C'était un atelier d'art-thérapie. Et du coup, je me suis beaucoup impliquée dans la peinture. Et ça a mis beaucoup de temps. Au début, c'était très timide. J'osais pas poser des choses sur les feuilles, mettre de la couleur. Au début, c'était très sombre. Enfin, j'avais des colères en moi. Alors les colères que j'ai pu avoir, c'était toujours contre moi que c'était retourné. J'ai jamais eu de colère contre mon agresseur. Jamais. Et du coup, à un moment donné, je débarquais dans mes ateliers avec, je mettais des plastiques sur les jambes, le foulard autour des cheveux pour protéger, des gants, et j'y allais. Et là, je faisais des projections, et j'y allais. Et là, c'était de la création aussi physique, c'était très physique. Des fois, je faisais des boulettes que je mettais dans de la colle à papier, je jetais les boulettes au mur, après je mettais de la peinture dessus, enfin bref. Je me suis lâchée, mais lâchée, j'ai tout lâché. Il y a des moments même, je criais, on avait le droit. Ça a été libérateur pour moi, libérateur. Et j'ai composé, je sais pas combien de tableaux, une centaine peut-être de tableaux. J'étais très productive. Là, j'ai vraiment accueilli cette opportunité pour m'exprimer. Ensuite, j'ai fait appel à une kiné qui va plus loin que la kinésithérapie parce qu'elle s'était formée à l'aptonomie. Le travail qu'elle m'a proposé, c'est de travailler sur la sécurité, le sentiment de sécurité du toucher. J'avais beaucoup de difficultés avec le contact physique aussi. Et elle me mettait la main, elle posait juste sa main toute la séance, tout doucement, elle frôlait mon dos. J'ai fait peut-être 6 ans de séance avec elle à hauteur de tous les 15 jours à peu près. Pareil, une femme d'une douceur, d'un respect, ça a été bon d'être entourée de ces soignantes, ça a juste été magique pour moi parce qu'elles ont été d'une patience. Combien de fois je pleurais, je tremblais quand on me touchait, voilà.
Petit à petit, avec le temps, à force des séances, ça a mis très longtemps, peut-être 1 an ou 2 avant qu'elle puisse me toucher le ventre. Et là, j'ai pu voir le travail qui avait été fait, qui était immense, parce que j'ai vécu une sexualité bien plus libérée que même avant d'avoir rencontré et vécu cette expérience. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup investie aussi dans le sport. Au niveau du corps, ça a été fondamental pour réhabiter mon corps, le réintégrer tout doucement. Ça aussi, ça a été long. Tout le long de cette période, ça a duré 5 ans, où je ne sortais que pour mes courses quand j'en faisais, et pour aller voir mes soignants et d'aller à ces séances en fait. Ma vie sociale était complètement fermée. J'avais tout arrêté, j'étais vraiment isolée dans mon refuge, dans mon appartement. Est-ce que vous êtes vraiment passé à l'acte dans vos tentatives de suicide? Alors de très nombreuses fois, effectivement, j'ai frôlé le passage à l'acte. Quand on arrive à ça, c'est que vraiment on peut plus vivre avec soi-même, on peut plus vivre avec ce qui nous habite en fait. Ce qui m'a permis de me sauver la vie, c'était qu'à chaque fois, j'ai été traversée tout d'un coup. Avant de faire l'acte de me couper les veines, j'ai été traversée par la pensée de ma maman. Et tout d'un coup, je me sentais habitée par le fait que c'était insoutenable l'idée de lui faire vivre la mort d'un 2e enfant. Et donc ça m'arrêtait net. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'amour de ma maman et la mort de mon frère m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Racontez-nous maintenant le 2e point de bascule qui provoque un véritable retournement à l'intérieur de vous. Donc depuis mon canapé, dans mon salon, malheureuse comme une pierre, je regardais un petit peu, je surfais sur internet et tout, puis un jour je tombe sur une vidéo de David Laroche, où il parle de la notion de gratitude. Là, je me suis sentie traversée par l'envie de vivre cette expérience de la gratitude. Là, il y a quelque chose de très fort qui a entraîné en moi un nouveau processus d'action et de mise en place de plein de choses qui m'ont amené à aujourd'hui pouvoir dire je suis passée de la souffrance à la gratitude. Mais ça a été un déclic très fort. Et du coup, j'ai absorbé plein de vidéos de ce coach international. Tout ce qu'il partageait, je me sentais en adhésion avec ce qu'il partageait, c'était très fort. Et j'ai commencé aussi des processus où j'allais tous les 2 mois à Paris pour voir ses conférences. Le premier déplacement que j'ai fait à Paris pour aller voir David Laroche, c'était le samedi quand j'ai entendu parler de cet événement, et c'était le dimanche l'événement, le lendemain soir, à Paris. Et j'étais à Périgueux, en pleine province. Et le soir, j'étais au RSA, j'avais pas d'argent, je me suis dit non mais je peux pas, j'ai pas les sous, c'est pas possible. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination, il faut que j'y sois. Donc j'ai fait des textos à tous mes amis, avec des proches. Je leur ai dit voilà, j'ai besoin de vous. Je vous ai jamais demandé d'argent, mais là, j'ai besoin de vos sous. Ce serait un don parce que j'ai pas les moyens de vous rembourser pour vivre un aller-retour à Paris pour demain. Et j'ai besoin de vivre 2 nuits là-bas, d'être hébergée, etc. Et ben dans l'heure qui est suivie, j'avais suffisamment d'argent, récolté suffisamment d'argent pour y aller. J'étais habitée par une dynamique, une motivation, une détermination qui était très puissante. Et donc arrivée à Paris, j'ai reçu l'appel d'une cousine, Agnès, qui m'a dit oui mais mon compagnon te laisse son appartement à disposition, il n'y a pas de problème. Donc j'étais d'une fluidité hallucinante. Et là j'ai vécu mon premier état de gratitude quand j'ai pris mon train en rentrant. Donc là ça m'a ouvert la sensation que des choses étaient possibles. Là j'ai retrouvé le goût de vivre et le goût de reconstruire quelque chose. Vous continuez votre expérience de transformation intérieure pas à pas jusqu'à un 3e point de bascule grâce à une expérience avec le chant, c'est ça? Dans le cadre des programmes de David Laroche, à un moment donné, il y a eu un programme sur la gratitude. Et ce programme-là, il m'a amené à prendre la décision de monter un sommet sur l'alimentation que j'ai mis en place en 1 an et demi. Là, j'ai commencé à contacter des intervenants qui m'inspiraient, notamment Pierre Rabhi, Mathieu Ricard et plein d'autres, et qui m'ont accordé une rencontre pour les interviewer, pour les mettre dans mon sommet. Donc ça a été vraiment un moment très intense de reconnaître que mes actions, pas à pas, jour après jour, peuvent amener à des choses juste qui paraissaient impossibles à un moment donné. Et puis après, David Laroche, il a proposé un programme de 6 mois où là je me suis engagée. J'ai investi sur moi comme jamais. Et c'était des vidéos chaque jour que j'ai suivies et à un moment donné, il nous invite à se reconnecter à des activités qui nous donnent des larmes d'inspiration. J'ai mis du temps à trouver, vraiment. J'ai mis plusieurs jours, je crois. Quand j'ai fait mon tournage sur le sommet de l'alimentation, il y a une amie qui m'avait accueillie et on était allés dans une chapelle. C'était une chanteuse de chorale professionnelle. Et donc elle m'avait invitée à chanter ce qui nous venait. Et là j'étais traversée par une émotion forte, j'avais des frissons et j'ai eu des larmes aux yeux. Et intérieurement je me suis dit il faut que je chante. Et du coup en 2018 quand je me suis retrouvée avec cet exercice, j'ai reconnecté avec ce souvenir, je me suis dit bon, il faut que je chante.
Et à un moment donné, j'ai décidé de faire ma première vidéo que j'avais décidé de partager à la communauté de ceux qui participaient à la même formation que moi. Donc j'enregistre cette première vidéo de chant et là j'ai été traversée par un sentiment de gratitude, mais je crois que ça a été le premier dans cette intensité-là. Là, ça a commencé à décoller dans ma vie parce que du coup là, il y a eu de nouveau un nouveau tournant parce que là, le chant a ouvert quelque chose, m'a libérée. Et là, ça a été le début de la rencontre avec moi-même dans l'amour. Et j'ai vraiment commencé à m'accorder de l'attention, de la légitimité, de l'amour, de la tendresse, à prendre soin de mes besoins. Et là, je me suis affranchie de mon état suicidaire. Depuis juillet 2018, j'ai plus jamais eu envie de mourir. Dans les exercices, donc, m'amener à vivre et à mettre en place la formation que je suivais de 6 mois. Tous les matins, pendant 3 mois, juin, juillet, août, je me réveillais à 5 heures du matin. Je partais randonner en pleine nature, aller voir le lever de soleil. Et je prenais le temps de contempler cette beauté inouïe de la nature. Je m'imprégnais de la beauté du monde, de la beauté de la vie. Après la sensation que la vie était moche, que la vie était terrible, que la vie était dangereuse, que le monde était nul, là je commençais à faire réémerger en moi le fait que non, il y a aussi de très belles choses dans le monde, même aussi petites qu'elles soient, comme les fleurs, la rivière. Et ça a contribué à me guérir de mon état suicidaire et à me reconnecter à cet état d'émerveillement. Et cette capacité d'émerveillement est même allée plus loin dans votre réflexion. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'émerveille des ressources insoupçonnées qui nous habitent. Et cette résilience, elle est partout en fait. Elle est en toute chose, elle est possible en toute chose, peu importe ce qu'on a vécu. Et je suis émerveillée de la capacité d'un être humain à pouvoir passer de la souffrance à la gratitude. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui traversent aujourd'hui les mêmes épreuves que vous? Vous sentir mal n'est pas de votre faute. Par contre, vous sentir bien est de votre responsabilité. Et comprendre ça, ça permet vraiment de reprendre sa vie en main. Quand on se sent mal, qu'on est habité, traversé par un mal-être, c'est qu'il y a des choses fondamentales à changer dans son existence. Et ça demande énormément de courage. Ce qui fait la différence entre un individu qui peut transformer ce qui est difficile dans sa vie, c'est ce qu'il va en faire. Et un moyen de se repérer pour ça, c'est d'écouter son corps. Alice Miller disait « Notre corps ne ment jamais ». Donc la boussole que l'on a à notre disposition gratuite et jour et nuit en permanence, c'est notre ressenti. Va là où tu te sens bien. Fais en sorte de mettre en place des choses qui te permettent de te sentir bien. Fais un travail auprès de gens et fais-toi accompagner, ne reste pas seul. Et fais-toi accompagner par des gens avec qui tu sens que leur approche te convient. C'est ok d'avoir mal, d'être blessé et tout ça. On n'est pas venu vivre ça sur Terre. Ce qu'on est venu vivre, en fait, c'est de transformer ça. Quel message souhaitez-vous faire passer? Passer de la souffrance à la gratitude, il n'y a qu'un pas, c'est se choisir soi. Et la patience, la persévérance sont des qualités fondamentales sur ce parcours de résilience, en fait. Le temps joue en notre faveur. Il y a des choses qui prennent beaucoup de temps pour guérir. Les approches de coaching, etc., c'est des approches particulières. Elles n'auraient pas été possibles dans l'état où j'étais, l'état de ruine dans lequel j'étais à la sortie. Et après, je me suis sentie, mais on le sent quand on est prêt à passer à une autre approche. En fait, un chêne, pour devenir un chêne, il est avant tout un gland. Mais ça prend combien de temps? Et le chêne, si on veut le faire grandir, on ne peut pas tirer sur les feuilles. Allez, vas-y, pousse plus vite, grandis plus vite. Donc la patience, la persévérance, ne rien lâcher et agir pour soi, pour se faire du bien. Quels sont vos projets aujourd'hui? Je suis en train d'accéder à un autre niveau dans ma vie et je me rends compte que je suis prête à partager aux autres, comme notre interview où on est en train de le faire là, le témoignage de mon parcours de vie. Et je vais proposer des programmes, des conférences pour partager ce témoignage et accompagner des personnes. Le mot de la fin? Je suis appelée par le désir très fort un jour de faire la démarche d'aller voir cet homme qui m'a violée, torturée, humiliée, séquestrée, d'aller à sa rencontre et de lui dire que je lui pardonne. Personnellement, je sais que je préfère être à ma place qu'à la sienne. Je suis habitée par beaucoup de tendresse et de compassion pour cet homme, parce que j'imagine par quoi il est passé pour devenir un criminel comme ça. Ça n'a pas dû être facile, sa vie. Donc un jour, j'aimerais lui dire en face. Dans cette entrevue, Gentiane Kremer nous partage les actions qu'elle a mises en place pour transcender sa souffrance. Tout d'abord, elle a écouté son corps et son ressenti. Elle s'est fait accompagner par des personnes dont l'approche lui convenait. En pensant aux conséquences de ses actes,
Elle a évité de futures victimes possibles en portant plainte et épargné sa mère de vivre le deuil d'un second enfant. Pendant toutes ces années, elle a fait preuve de courage, de patience et de persévérance. Lorsqu'elle a été animée par le désir de suivre son coach à Paris, elle a osé demander de l'aide à ses proches. Enfin, elle a décidé d'investir sur elle-même, a pris soin de ses besoins et s'est accordé de l'attention et de l'amour. Si Gentiane Crémer l'a fait, pourquoi pas vous ?